Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouveau vélo podcast avec mon acolyte de toujours, je l'introduis tout de suite, voilà, on rentre dans le vif du sujet. François Père Noël, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Tu as été emballé par cette semaine de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico ? Oui, alors c'était une reprise en douceur, alors emballé, c'était sympa. Je veux dire que voilà, c'était pas incroyable, c'était sympa. On a vu un Remco Evenepoel quand même bien gêné, et je pense que ça lui met un petit apéritif de ce qu'il va vivre, je pense, sur le Tour de France, parce qu'évidemment avec une étiquette comme lui, il y a beaucoup de gens qui le suivent, il s'en plaint, et voilà, ça met son esprit un peu, on va dire en difficulté, ses tactiques en difficulté. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. Et puis Vingegaard de l'autre côté, assez bluffant, mais voilà quoi. C'était sympa. Je pense que t'as aimé aussi, toi, je t'ai entendu. C'est sympa, toi. Mais d'ailleurs, vous pouvez réécouter le dernier podcast enregistré avec Étienne Gourceau qui fait le bilan de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico. On a notamment parlé de David Gaudu, de Kevin Vauquelin et de Romain Grégoire qui ont fait quand même, Vauquelin et Grégoire, une belle petite performance à Tirreno. Ce podcast des classiques, on le fait bien après le podcast des Tours. On a présenté la saison des Tours avec en point d'orgue le Giro, le Tour de France et la Vuelta. Et là, on va se concentrer sur les classiques avec les monuments. On rentre dans une période, François Pierre, où pendant un mois et demi, à partir de la mi-mars, pendant un mois et demi, bon, ça va être vraiment classique après classique. On prend les classiques les unes après les autres, comme on dit. Et puis, les Flandriennes vont succéder à Milan-San Remo et les Ardennaises vont succéder aux Flandriennes ensuite. C'est une des périodes de l'année qu'on préfère quand même. Oh, c'est la plus belle période de l'année, tu peux dire, Guillaume. Non, ça va être intéressant. Puis cette année aussi, c'est que la différence peut-être aux autres années, c'est assez ouvert. Alors dans le sens où, là, on enregistre avant Milan-San Remo, donc évidemment, on n'a pas encore les formes du moment. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va bien se lancer sa saison ? Comment va se trouver Wout van Aert ? On va dire le contingent Jumbo, attends, je suis perdu. Non, oui, voilà, le Visma Lease Bike. Visma Lease Bike. Pas facile. Donc comment ça va se passer avec cette équipe ? Parce que sur le papier, elle est impressionnante quand tu compares avec d'autres équipes, même Alpecin. Soudal Quick-Step aussi, faut jamais oublier, avec des Lidl Trek aussi intéressants. Bref, c'est super ouvert, et je sais pas si on a eu une année aussi ouverte, en fait, je trouve, dans les classiques flandriennes, depuis quelques années, en tout cas. Ouais, du coup, il y a beaucoup à dire, donc on démarre tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va séparer, je vous donne un peu les thématiques de ce podcast classique. On va d'abord parler de Milan-San Remo, mais pourquoi ? Parce que c'est dès samedi, le premier monument de la saison. Ensuite, on passera sur les Flandriennes et sur les Ardennaises, donc avec en point d'orgue Liège-Bastogne-Liège. Rapidement les résultats de la semaine. On a notamment eu Yannick Stemmle qui a remporté le Grand Prix de Denain avec un strike énorme. C'était mercredi ou jeudi ? C'était jeudi, il me semble, le Grand Prix de... Oui, non, c'était jeudi. Oui, c'était jeudi, exactement. Le Grand Prix de Denain avec un strike, avec notamment Stephen Kuhn qui est allé au sol à l'entrée d'un secteur pavé. Et puis nous avons aussi Milan-Turin avec la victoire de Alberto Bettiol et Dani Nokerekerse, remporté par Tim Merlier et Lotte Kopecky chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'était mercredi. Milan-San Remo. Tiens, Milan-San Remo. Bon, premier monument de la saison. On le sait, c'est plus de 300 bornes. C'est une barrière aussi qu'il faut appréhender, c'est un peu le terme. Pour les novices, c'est pas si facile que ça. L'année dernière, la victoire était revenue à Mathieu Van Der Poel devant Filippo Ganna, Wout van Aert, Tadej Pogacar et Krag Andersen avaient complété le top 5. Le top 10, je l'énumère aussi parce qu'il y a quand même des beaux noms. Avec derrière, il y avait Mats Pedersen, Nilsson Poles, Matej Mohoric, Anthony Turgis, Jesper Stuyven, et puis derrière Stuyven, il y avait Alaphilippe, Ballerini et Laporte notamment. 11, 12, 13. Qui va succéder à Mathieu Van Der Poel ? C'est un peu la question, François Pierre, parce que finalement, on a eu Mathieu Van Der Poel l'année dernière, qui dans un sprint en côte, dans une attaque en côte, a lâché Tadej Pogacar. C'est la revanche de Pogacar cette année, François Pierre ? Ouais, c'est ça dont on va se demander. Alors juste pour une aparté, une triste blague, c'est qu'Anthony Turgis pourra rien faire cette année sur Milan-San Remo. On sait que c'est une de nos meilleures cartes. Souvent, il aime beaucoup. On rappelle que Total n'a pas été invité. On pourra faire un podcast spécial sur ce que pense Jean-René Bernaudot du système de points, sa vision du cyclisme. On en reparlera, je pense, un de ces quatre. Mais oui, pour aller dans ton sens, c'est que Pogacar, il y a un peu cette revanche à avoir quand on voit la démonstration qu'il a faite sur Strade Bianche.
Eh ben écoute, on sait que pour moi c'est lui l'ultra favori par rapport à ce qu'il nous a montré sur le début de saison. Mathieu Van Der Poel, va falloir voir aussi comment il s'est remis un peu de son hiver. Et puis voilà, Mathieu Van Der Poel. Alors Pogačar aussi a une très belle équipe autour de lui, mais Mathieu Van Der Poel a par exemple le Français Axel Laurence pour l'aider. On rappelle qu'il y a Jasper Philipsen également qui est dans son équipe, donc plusieurs cartes à jouer pour Alpecin. Voilà, moi oui, Pogačar. Soren Kragh. Ouais, Soren Kragh Andersen également. Moi, je trouve que quand tu regardes tous les compétiteurs, on va dire tous les cyclistes qui partent de Milan-San Remo, l'ultra favori sur le début de saison, c'est quand même Pogačar. Y a rien à dire. Ouais, t'as des Pogačar qui a un jour de course en 2024, c'est l'Estrade Bianche, un jour de course, 80 km en solitaire. Voilà. Et Mathieu Van Der Poel, lui, n'a toujours pas roulé en 2024. C'est son premier jour de course avec le maillot de champion du monde en 2024. Depuis son titre de champion du monde l'année dernière à Glasgow, il a fait 4 jours de course sur route, donc ça va être aussi sa rentrée. C'est un Mathieu Van Der Poel qui a un programme beaucoup plus épuré en 2024 parce qu'il y aura l'objectif des Jeux Olympiques. Donc, dans quelle forme il sera? L'année dernière, avant d'aborder Milan-San Remo, il avait fait et l'Estrade et Tirreno Adriatico. Là, il arrive sur Milan-San Remo sans vrai, sans vrai rythme. Est-ce que ça peut faire la différence? Oui, je pense que ça fait la différence. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Oui, par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire du cyclisme, parce qu'avant, évidemment, sur une course de reprise, tu pouvais pas gagner. Après, cette année, Pogačar, il fait une course de reprise, il part à 80 km de l'arrivée, et il met 4 minutes à tout le monde, quoi. Donc, c'est difficile avec le cyclisme d'aujourd'hui de se dire Van Der Poel sera pas en forme ou il sera en forme. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que au niveau peut-être des repères du peloton du moment, je sais pas. Après, Milan-San Remo, c'est une course qu'il a faite plusieurs fois. Il y a pas eu de changement réel, donc je pense qu'il est habitué. Mais je pense que le seul indicateur qui peut gêner Van Der Poel, c'est comment répondent les jambes, parce que techniquement, il n'a pas fait de course encore, donc il peut, tu vois, il y a toujours une petite pression supplémentaire. Le placement, c'est des choses peut-être qu'on oublie, j'imagine, ou en tout cas il faut réapprendre un tout petit peu. Ça doit pas prendre longtemps, et peut-être c'est juste là où ça peut jouer entre lui et Pogačar, parce qu'on sait que l'écart entre les deux sur ce parcours est infime en fait. On l'avait bien vu l'an passé sur cette attaque dantesque, sans oublier faut voir dans quelle forme il arrive aussi Filippo Ganna. Oui, parce que Filippo Ganna, il fait 2e l'année dernière, c'est quand même en 2023 le coureur qui a franchi un vrai cap sur les classiques. Après Filippo Ganna, pareil, objectif Jeux Olympiques, dans quelle forme il sera, puisqu'il jouera les JO sur la piste avec Jonathan Milan d'ailleurs, dans quelle forme il sera. Moi j'ai une donnée peut-être à te mettre sur la table. La concurrence aujourd'hui, elle sait que si tu attends le Poggio face à Van Der Poel et Pogačar, t'es mort. Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être une tentative d'anticipation dès la Cipressa? Je dis pas pour durcir la course, mais un mouvement d'envergure dès la Cipressa. Je pense que t'as pas le choix, si t'es un outsider, de tenter ta chance de plus loin, évidemment. Il faut anticiper. Le problème aussi maintenant qui se pose, c'est que Pogačar, Van Der Poel ou même les autres, ils anticipent aussi maintenant. Donc c'est ça le problème, c'est que s'ils partent à 50 bornes de l'arrivée, alors c'est pas possible. Enfin, Milan-San Remo, j'y crois moins. Mais en tout cas, c'est compliqué. Donc oui, je suis d'accord avec toi, sur le papier, c'est toujours beau de faire ça, mais aussi il faut peut-être presque une alliance entre outsiders, parce que si t'en as qu'un qui part, les autres outsiders vont rouler sur lui, tu vois, ils vont faire le travail pour les leaders, on va dire. Donc c'est difficile à dire, quoi. Il faudrait peut-être une union des coureurs un peu à côté, style Matej Mohoric par exemple, je pense à lui. On peut penser, je sais pas, après un Christophe Laporte par exemple aussi, qui on peut considérer comme outsider. Tu vois, un Cosnefroy aussi. Pipo Ganna. Ouais, Pipo Ganna dans une moindre mesure. Après, je pense que si Pipo Ganna part, t'as Pidcock aussi qui est avec Ganna sur. Après, si Ganna part, je vois pas trop Pogačar et Van Der Poel pas réagir quand même. Par rapport à l'an passé, tu vois, c'est pas. Je pense qu'ils vont quand même réagir. Donc oui. Puis si tu laisses Ganna sur le plat avant le Poggio, il est capable de coller. Voilà. Une bonne dizaine de quelques dizaines de secondes au peloton, donc faudra faire attention. Et finalement derrière on se dit quoi? Bon, quand on regarde la liste des favoris de Milan-San Remo, j'ai fait le classement habituel 3-2 1 étoile. Tu me dis ce que t'en penses. Pogačar, Van Der Poel, c'est les fantastiques, ils sont au-dessus. Pour moi, à 3 étoiles. 2 étoiles, j'ai quand même mis Marc Hirschi parce que c'est la deuxième carte des UAE, et parce que il est quand même costaud. Un Christophe Laporte, un Pipo Ganna, et puis le duo Pedersen-Milan que j'ai mis en 2 étoiles parce que
Pedersen, pour moi, il est dans cette catégorie des 2 étoiles, mais Jonathan Milan, c'est vraiment l'interrogation. Je sais pas ce que ça peut donner sur 300 bornes et s'il peut passer le Poggio. En 1 étoile, quand même, c'est les coureurs qui sont là. Il faudra quand même un peu surveiller, au moins pour le top 10, avec Olaf Koy, Julien Lafilippe, Tom Pidcock, Mohoric, la paire Philipsen, Kragh Andersen derrière Van Der Poel chez l'Alpecin, Stefan Kung, à voir comment il va être remis de sa chute de mercredi au Grand Prix de Denain, Alberto Bettiol qui a remporté Milan-Turin mercredi, le duo Caleb Ewan Matthews, le duo Cosnefroy-Van Dramé pour Decathlon, Axel Zingle qui était pas mal sur Tirreno, Alexander Christophe et Matteo Trentin pour les équipes Conti Pro. Ouais, et Zingle qui est tombé, exactement. Ouais. Il faut voir aussi comment il a récupéré. Alors oui, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, Milan-San Remo, c'est vrai que là, on voit par rapport aux équipes qui vont certainement prendre les choses en main, la UAE et puis Alpecin, ça paraît hallucinant. Voilà, sur Milan-San Remo, la Visma Lease Bike, voilà, avec une très belle équipe aussi, avec 2 belles cartes, Christophe Laporte et Olaf Koy surtout. Vous notez, pas de Wout van Aert avec la Visma? Non, c'est pareil, je pense qu'il fait comme Mathieu Van Der Poel, il choisit ses courses. Wout van Aert, il a bien vu l'an passé, je pense que dans ce profil-là, il est peut-être un peu moins bon qu'un Mathieu Van Der Poel ou un Tadej Pogacar. Autant qu'il se concentre de gagner son premier Roubaix, par exemple, je pense que ce serait on en parlera une belle après, performance, je pense. Exactement. Donc ouais, voilà, moi je suis de ton avis, la course va être étrange parce que soit effectivement t'as une petite alliance de 5-6 coureurs qui est outsiders qui peuvent passer les bosses à la fin et qui perturbent des Van Der Poel, Pogacar, soit tout le monde attend et puis ils laissent les monstres se battre entre eux pour les 3 premières places et puis derrière jouer un top 10. On sait que les courses World Tour aujourd'hui ont quand même changé par rapport à avant où on pouvait chercher plus le résultat plus que les points, parce que les points évidemment UCI sont importants par rapport au classement World Tour pour rester dans la division d'ici 2 ans. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte, parce que si tu te grilles ta meilleure carte, tu sais, à par exemple 40 bornes de l'arrivée pour anticiper et que t'as pas de top 10, ton Milan-San Remo est un échec. Alors que si tu les laisses se battre entre eux, se bouffer entre eux et que t'arrives à accrocher une 8e place par exemple, t'as plus de points. Ça dépend de quelles équipes on parle. Exactement, ça vaut peut-être le coup pour des UAE, même s'ils ont Pogacar par exemple, d'envoyer en éclaireur un Marc Hirschi s'il y a une attaque d'ampleur dans la Cipressa. Voilà, je sais pas, un Alphib, qu'est-ce qu'il peut faire aussi. Il y a plein d'interrogations. Finalement, bon, je vais paraphraser Étienne qui a paraphrasé Kylian Mbappé. Le cyclisme, il a changé. Voilà, ce qu'il avait dit dans le dernier podcast. Au final, qui peut contrarier les plans d'Alpecin et de UAE, parce que c'est les 2 grands favoris? Lidl Trek peut-être, c'est pour moi l'équipe qui a peut-être le meilleur contingent. Ineos aussi, ils ont des très très bons rouleurs. Donc c'est les 2 équipes qui me paraissent les plus les mieux dotés en fait, les mieux armés, merci, là-dessus. Donc après il y a forcément 2-3 coureurs par-ci par-là qui pourront faire quelque chose, mais les Lidl Trek, ils ont toujours une belle équipe. Et puis Ineos a un contingent très très équilibré, c'est ça qui est intéressant aussi. On parle de Narvaez, Kwiatkowski, voilà, c'est des coureurs peut-être qu'ils gagneront pas, mais en tout cas, comme tu dis, s'ils sont dans un groupe de 7-8 coureurs, c'est des coureurs qui savent gagner, en fait, surtout Kwiatkowski. Narvaez avec une belle pointe de vitesse, notamment. Tout à fait. Côté français, François Pierre, côté français, bon, on en a parlé, Christophe Laporte. Avant de passer aux Français, j'ai une question à te poser que j'ai posée à Étienne lors du dernier podcast. Tu es Lidl Trek, tu as Mats Pedersen et Jonathan Milan après la descente du Poggio dans le groupe des favoris pour soit la victoire, soit revenir sur un coureur qui est seul en tête à 7-8 secondes devant. Qui emmène pour qui est le leader de l'équipe? Qui va jouer le sprint pour la victoire? Qui roule pour qui? C'est difficile. C'est difficile par rapport au contexte de course, mais comme ça, je dis moi sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, je dirais que Pedersen roule et Milan au sprint, je pense. Là est toute la question, parce que Jonathan Milan a une capacité pour rouler c'est un très bon coureur de piste, donc il est capable de rouler très fort aussi pour revenir sur le gars de devant. Mats Pedersen a une belle pointe de vitesse même après plus de 6 heures de course. Maintenant, quel coureur aujourd'hui a la plus grosse pointe de vitesse pure entre Pedersen et Milan? C'est quand même Jonathan Milan. Moi, je me remue la question dans la tête, je n'arrive pas à trouver la réponse. Trop dur, c'est ça? Mais non, mais c'est vrai, pour les Lidl Trek, en plus, c'est vraiment le genre d'équipe qui est juste derrière un peu derrière les grosses équipes. T'as Jesper Stuyven qui sera aussi au départ, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, il sera peut-être la carte qui va permettre aussi de rouler pour les 2. Je sais pas, mais est-ce que Jonathan Milan déjà va être capable de passer le Poggio avec les meilleurs? Ça aussi c'est une interrogation. Donc
Moi, j'ai l'impression que Lidl Trek a une carte en main pour être l'équipe qui va annihiler peut-être les plans des plus grosses équipes. Moi, c'est comme je te disais, c'est pour moi l'équipe la plus équilibrée aussi avec les cartes possibles. Le seul truc de Lidl Trek, c'est si ça attaque en boss, est-ce qu'un Pedersen peut suivre? C'est ça toute la question, et j'ai un peu de mal à le voir, en tout cas sur la puissance d'un Van Der Poel, Pogačar quand ils partent, quoi. Mais il sera dans le groupe juste derrière. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est fait partie des outsiders qui peuvent partir de plus loin et qui peuvent passer les boss, quoi. Mais c'est toujours pareil. À Lidl Trek, ça va être leur objectif, je pense, c'est de peut-être justement de rallier d'autres outsiders avec eux. Typiquement, t'as dans un groupe Hirschi, Laporte, tu vois, Pedersen et j'en passe d'autres, quelques-uns à côté. C'est quelque chose qui peut aller au bout largement, quoi. Bon, côté français, François-Pierre. Côté français, quel est le son de nos meilleures cartes? Il y a Christophe Laporte qui est devenu un excellent coureur de classique. Tiens, Julien Alaphilippe. Bon, Julien Alaphilippe, c'est l'interrogation éternelle en ce moment. J'ai mis en une étoile parce qu'à Alaphilippe, mais voilà, au fond, j'y crois pas tellement. Valentin Madouas, qui est toujours très bon sur ses classiques, sur ses longues et grandes classiques. Bon, c'est un peu les principales cartes. Après, t'as quand même Arnaud Démare. Tu parles à San Remo? Oui. Non, pardon, il est pas bien sans Remo. Il est pas sans Remo, hein, voilà. Ouais, pardon, excuse-moi. Il y a Cosnefroy, Axel Zingle. Pour tout dire, j'étais dans la case Tour des Flandres que j'avais préparé juste en dessous. On en parlera juste après. Mais t'as Laporte, t'as Alaphilippe, t'as Cosnefroy, t'as Zingle qui peut, pourquoi pas, être intéressant quand même. Avec ce qu'il a fait à Tirreno. T'as Arnaud Démare qui au départ, je l'ai mis dans aucune case parce qu'Arnaud Démare c'est une interrogation. T'as Benjamin Thomas aussi. Bon, voilà. Qui tu vois toi chez les Français performer vraiment? Bon, les deux que tu as dit tout à l'heure, donc Christophe Laporte et puis Benoît Cosnefroy. Moi voilà, je me base un peu beaucoup sur ce qui s'est passé avant. Cosnefroy, on rappelle, c'est 6e, 8e, j'ai un doute maintenant sur les Stradés, mais voilà, en tout cas il a fait des très bonnes Stradé Bianche. Il a été très très souvent à l'attaque avec Romain Bardet. Donc Benoît Cosnefroy fait partie des outsiders, je pense largement. Et puis Christophe Laporte, évidemment. Christophe Laporte, depuis qu'il est chez Visma Lease the Bike, a pris une dimension énorme et c'est impensable de pas le mettre dans nos favoris. Bon, déjà parce qu'on est français peut-être, mais en tout cas aussi par rapport à son palmarès, c'est champion d'Europe, on rappelle, déjà en titre, et puis vainqueur l'an passé, c'était Gant Wevelgem. Ouais, et c'est Christophe Laporte, 3 jours de course cette année, 5e du Het Nieuwsblad, 4e du Kuurne Bruxelles-Kuurne et 10e des Stradé Bianche. On avait l'interrogation de Laporte avec son gabarit sur les Stradé Bianche, il fait quand même 10e, donc c'est dire un peu la canne qu'il a, et on en parlera juste après parce que pour moi sur les Flandriennes c'est peut-être pas Wout van Aert qui est l'hyper leader des Visma Lease the Bike. Par rapport à Milan-San Remo, bon, tu as un favori toi? Pronostic? Pogačar. Pogačar pour toi? Oui. Bon, allez, Pogačar pour moi aussi. Pogačar pour moi aussi parce que Pogačar il fera pas les Flandriennes. Et pour moi il va tout donner sur San Remo pour ensuite partir au Tour de Catalogne qui commence mardi. Voilà, bon, on termine Milan-San Remo en parlant très rapidement. On va donner juste le plateau des filles le lendemain sur le Trofeo Binda. C'est un peu le Milan-San Remo au féminin qui a une belle start list au départ à chaque fois. Sherin Van Anrooy qui avec la Trek l'année dernière avait remporté la course devant Elisa Balsamo, sa coéquipière. Bon, pour moi les deux sont les deux grandes favorites au départ cette année. Ouais. Des coureuses intéressantes au départ avec Puck Peters, Mavi Garcia, Marlène Reusser, Sylvia Persico, et on n'oubliera pas Anne Sant-Esteban, Elise Chabé, Soraya Paladin et Elisa Ricarda Borenfein qui avait remporté une étape sur le Tour de France l'année dernière. Un beau petit plateau donc dimanche sur le Trofeo Binda. Voilà, le mot est dit. On passe aux Flandriennes, François-Pierre? Oui, c'est parti. Flandriennes, bon. Les Flandriennes avec donc le Tour des Flandres. Tu inclus Paris-Roubaix dans les Flandriennes? Petite question. Alors question d'esthète. Ouais, c'est toujours dit. Oui, alors normalement oui, on devrait le faire, je pense quand même. Alors c'est pas oui. Bon, nous, en tout cas, on va parler au-delà des Flandriennes, de la campagne de la saison pavée. Voilà, pour mettre d'accord un peu tout le monde. Et on y retrouve à peu près les mêmes coureurs, de toute façon, sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Van Aert et Van Der Poel qui seront les deux
deux hyper favoris, même si on en parlera de Wout van Aert, parce que pour moi c'est un des sujets principaux de cette campagne en 2024. Pour moi en 3 étoiles, t'auras du Laporte, du Van Baarle et du Jorgensen en soutien de Wout van Aert, avec aussi Tige Benoot sur le Tour des Flandres. T'auras un Mats Pedersen qui sera au rendez-vous, un Stefan Kung qui sera sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix aussi. Ça fait quand même une belle petite start list. Très rapidement, est-ce que pour toi c'est l'année ou jamais pour Wout van Aert et les Visma? Parce que l'année dernière, on se rappelle que les Jumbo de l'époque avaient remporté toutes les courses préparatoires flandriennes, mais ils n'avaient ni gagné le Tour des Flandres, ni gagné Paris-Roubaix. Ils ont la pression cette année. Alors l'avantage des Flandriennes, je trouve, c'est pour ça fait la beauté de ces courses et qu'on les apprécie et que je les apprécie particulièrement, c'est que c'est jamais terminé. Tu vois, me dire c'est la dernière année ou jamais, ou il a jamais une équipe aussi forte. Non, parce qu'on a vu que t'as toujours des cas particuliers dans chaque course flandrienne. Mathieu Iman, 36 ans, 2016, qui remporte Paris-Roubaix. Et puis c'est pas le seul, tu vois, là tu me cites celui-là parce que c'est le plus bel exemple des dernières années, mais il y en a eu plein, même des top 3, tu vois, des coureurs qu'on attendait pas du tout à ce niveau-là, qui ont jamais fait une grande carrière, mais qui ont fait 2 à Roubaix, qui ont fait 5 à Roubaix, enfin peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage de ces courses, c'est que tout peut se passer. Alors évidemment, c'est le piège inverse pour Van Aert parce que lui, il a toujours eu de la malchance entre des crevaisons. On pense à l'an passé sur Paris-Roubaix, par exemple. Oui, évidemment, les favoris, comme tu dis si bien, Van Aert, Van der Poel. Je mets Laporte, Kung dans un second temps avec peut-être Pedersen, Ghana, évidemment, Ghana qui était 6e l'an passé, qui je pense va revenir un plus fort. L'avantage pour eux, peut-être cette année, c'est que sur le Tour des Flandres, il y aura pas l'épouvantail Tadej Pogačar qui va se réserver parce que lui, il double Giro Tour de France cette année, donc c'est intéressant à voir. Ouais, moi je pense que quand même, parce qu'avec Van der Poel, Van Aert, on va voir déjà Van der Poel comment il se comporte sur Milan-San Remo pour voir comment sont les jambes. Évidemment, Van Aert, quand on voit l'équipe qu'il a, c'est un soutien supplémentaire. C'est-à-dire que s'il a un problème, a priori, quand t'as un mec comme Laporte, Van Baarle ou Jorgensen pour rouler et te ramener, je pense que c'est pas pareil comme par rapport à l'équipe qu'il avait avant, même s'il avait déjà une très belle équipe. Donc voilà, moi ça va être super intéressant à voir. Et l'avantage de ces courses, c'est qu'on sait très bien que oui, on a des monstres, mais les monstres ont parfois des crevaisons, parfois des chutes aussi. Donc il y a toujours les outsiders qui peuvent aussi nous faire des belles surprises. La question est un peu brute, l'année ou jamais pour Van Aert, mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas Wout van Aert qui a le plus à perdre sur cette année? Parce que quand même, depuis quelques années, on dit Wout van Aert, il fait partie des fantastiques, oui. avec Van der Poel, avec Pogačar, sauf que Van Aert, il la met pas au fond. Wout van Aert, dans son palmarès, on dira à la retraite, Guillaume. Oui, mais il a quoi, Wout van Aert, pour l'instant? Il a un Milan-San Remo. Il n'a ni remporté. Mais non, mais Wout van Aert aujourd'hui, il a 29 ans. Il a remporté seulement. Tu veux dire que Van Aert égale Démar, c'est ça? Non, mais fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on le plaçait quand même à l'égal de Van der Poel, à l'égal de Tadej Pogačar sur les classiques, capable de tout remporter, d'être bon partout. Mais au final, alors désolé de pouvoir peut-être choqué sur la question. C'est la liberté d'expression, on peut tout dire dans Vélo Podcast. Est-ce que Wout van Aert, s'il gagne pas cette année, il ne deviendra pas seulement un Katowski? Non, déjà, être un équipier. Mais voilà, c'est pour ça que je m'attendais à cette réaction. Non. Avec tu sais très bien, François-Pierre, que j'adore Michel Katowski en plus. Mais Katowski s'est transformé au fil du temps en super équipier, tout terrain, capable de jouer parfois les victoires quand ça se présentait sur les classiques, quand il était leader, mais il s'est transformé en hyper équipier qui s'est dilué dans cette mission, qui a dilué son talent dans cette mission d'hyper équipier dans l'équipe Sky Ineos, Michel Katowski. Et j'ai peur que pour Van Aert ce soit peut-être un peu pareil. Il n'a pas été capable de gagner autre chose qu'un Milan-San Remo en 2020. Et entre-temps, Van der Poel a claqué, champion du monde et des monuments. Pogačar a même remporté un Tour des Flandres, qui est quand même le terrain de Wout van Aert. Moi, j'ai peur pour Wout van Aert, s'il gagne pas cette année, que ça soit compliqué pour lui de s'en relever. Il aura 30 ans l'année prochaine. 30 ans en fin d'année, en septembre, là. Ouais, non, mais ça c'est clair. Donc, ouais, je te trouve dur, en fait, par rapport à Van Aert, parce qu'évidemment, c'est lié à ton équipe. Van der Poel, lui, il a eu la chance d'avoir une équipe dédiée à lui aussi. Et Van Aert, en fait, le truc, c'est qu'évidemment, il était dans une grosse équipe, mais qui avait d'autres objectifs. Le Tour de France, il devait partir, voilà, c'est des objectifs différents. Il a remporté plusieurs étapes du Tour de France.
c'est quand même un coureur qui a été un super équipier pour la consécration de Jonas Vingegaard. Donc on le retiendra aussi là-dessus. Pour son palmarès personnel, voilà, il a 29 ans. L'avantage en Flandrienne, c'est ce que je disais, il y en a beaucoup qui ont aussi remporté des courses plus tard. C'est pas interdit que à partir de 30, 31, 32, 33 ans, ils enchaînent 3 Roubaix. Je serais pas surpris, tu vois, par rapport au potentiel qu'il a. Après, oui, il va falloir un moment qu'il mette la balle au fond, je suis d'accord avec toi, parce que ça fait beaucoup de classiques ratés, il y a toujours ce petit détail qui manque. Ou à la pédale aussi, hein. Il s'est fait aussi lâcher à la pédale plusieurs fois. Le truc, c'est que t'as Van Der Poel, et quand Van Der Poel était moins bien, t'as Pogacar qui arrivait, donc c'était évidemment difficile. Oui, je suis d'accord. Après, il a une année avec Van Barle également, qui avait très bien joué, du coup, à Paris-Roubaix. Ouais, c'est difficile parfois, tu sais, tu comprends pas, t'as pas ça qui tourne, et puis peut-être que, comme tu dis, cette année, il gagnera pas non plus, et puis dans 3 ans, il aura une moins belle équipe, peut-être qu'il sera même plus chez Visma Lease a Bike, et puis il va remporter Roubaix et le Tour des Flandres. Le truc, c'est que oui, en fait, je trouve que de déjà penser maintenant qu'est-ce qu'on retiendra de lui, est-ce que ce sera un Michał Kwiatkowski, c'est un peu tôt, parce que Kwiatkowski, en plus, c'est pareil, tu as bien résumé, c'est que lui, il était aussi là pour l'équipe, et c'est grâce aussi à cette équipe-là, par rapport à l'équipe qu'il avait, qu'il a pu remporter des belles courses, l'Amstel Gold Race notamment, on repense, c'est ça, c'est face à Cosnefroy, hein, c'est l'Amstel, je crois. Oui, il remporte aussi Milan-San Remo, Kwiatkowski, donc Milan-San Remo, donc voilà, mais donc moi je trouve ça. Oui, pour l'instant, dans le palmarès, ça n'a rien à voir avec Van Der Poel, mais c'est parce qu'aussi, c'est pas le même style de coureur et ils ont des objectifs différents par rapport à leur équipe. Si Van Aert, il avait une équipe dédiée entièrement, peut-être que il aurait remporté déjà plusieurs Roubaix. C'est ça aussi la difficulté. Je dis pas qu'ils sont pas dédiés entièrement à Van Aert, mais ils ont aussi des objectifs plus longs avec le Giro à remporter, le Tour de France, la Vuelta, enfin, ils veulent tout gagner, en façon, la Visma Lease a Bike. Donc, oui. L'avantage pour eux, c'est que même si la carte Van Aert se foire, ils ont d'autres cartes derrière qui sont aussi fortes. Donc, en fait, c'est ça aussi. Eux, ils le voient d'une autre façon. C'est que si Van Aert se plante, par exemple, bah ouais, ils ont Christophe Laporte devant, Jorgensen, Tige Benoot, par exemple, ou Dylan Van Barle, je l'oublie presque. Ouais. Dans ce Dylan Van Barle qui a été recruté, parce qu'il y a aussi ça. D'ailleurs, Wout Van Aert, cette année, il va faire le Tour d'Italie, et ensuite, il se posera jusqu'aux Jeux Olympiques, et c'est vraiment, on a l'impression qu'il a concentré son début de saison sur les Flandriennes, sur cette campagne de classique. Il fait pas Milan-San Remo, il a remporté Wout Van Aert cette année Kuurne, Bruxelles-Kuurne, il a fait 3e du Het Nieuwsblad, donc il est vraiment, j'ai l'impression, concentré à 110% sur cette campagne de Flandrine pour aller claquer au moins le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, ce qui pourrait être aussi un déclencheur dans sa tête aussi à Wout Van Aert, parce que t'as l'impression quand même que les années passent et qu'il y a un complexe d'infériorité face à Van Der Poel quand ils sont en 1 contre 1 ou au moins en duel avec aussi quelqu'un d'autre face à eux, mais il met toutes ses chances de son côté, Van Aert, pour aller claquer un monument cette année. C'est tout ce que j'espère pour lui, parce que voilà, la question par rapport à Kwiatkowski, pour moi il le mérite, j'adore ce coureur, capable de remporter un classement par points sur le Tour de France aussi, donc j'aimerais vraiment qu'il remporte un monument. Mais derrière aussi la question qui se pose, quand j'ai dit ça, est-ce que c'est Wout Van Aert qui est vraiment l'hyper leader de cette Visma? Parce que quand même t'as un Christophe Laporte va faire Milan-San Remo, les Flandres, Roubaix, qui a été champion d'Europe l'année dernière. T'as un Dylan Van Barle qui a été recruté à l'hiver 2022-2023 pour la saison 2023, la saison dernière, qui avait été recruté dans la peau d'un vainqueur de Paris-Roubaix pour renforcer l'armada Visma, enfin Jumbo devenu Visma. Matteo Jorgensen qui vient de remporter Paris-Nice, qui a fait top 10 du Tour des Flandres l'année dernière, qui a été recruté depuis la Movistar et qui va faire et le Tour des Flandres et Roubaix. On se dit bien que c'est pour renforcer encore une fois l'équipe de Flandrienne. T'as un Tige Benoot qui est énorme, t'as un Jan Tratnik sur les Flandres qui est très bon aussi, qui est capable de faire top 15 d'un Tour des Flandres. Bon, avec ça, franchement, t'as l'impression qu'ils ont tout verrouillé, la Visma, pour aller remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ou les deux. Mais est-ce que c'est vraiment Van Aert le leader? Est-ce que ce serait peut-être pas un Laporte à un moment donné aussi? Non, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'équipe Quick-Step d'avant. En fait, c'est-à-dire que tu as toujours un leader, évidemment, par rapport à l'aura, au statut. Je pense à Tom Bonan à une époque. Mais après, tu as eu un peu l'époque Quick-Step, tu sais, où tu avais 4-5 coureurs, tu savais pas trop sur lequel ils allaient miser, et ils vont pouvoir... il y en a un qui va être forcément devant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu cette époque-là pendant quelques années. Terpstra, Stibar, Asgreen, Alaphilippe, Lampart, j'en passe, on en oublie certainement dedans, Sénéchal peut-être dans une moindre mesure, oui. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est dans cet esprit-là, et je pense que ce côté, la meute, comme disait Sénéchal dans une interview récemment, mais voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que
forcément, il faut que dès qu'il y a un coup qui part, il y aurait un Visma Lease the Bike. Et ça, c'est intéressant parce que au niveau de la course, quand t'es adversaire, c'est compliqué parce que est-ce que tu roules quand t'as Jorgensen? Est-ce que tu roules quand t'as quand même Laporte? Est-ce que tu roules quand t'as Van Barle? Enfin, ça peut être assez compliqué à gérer pour les adversaires, quoi. Donc, c'est assez intéressant de leur part aussi d'avoir une armada de ce style. Après, la force de Quick-Step de l'époque, c'était aussi qu'ils étaient forts pour aller dans les bons coups et aussi fort pour que ça aille au bout. Et là, effectivement, on attend de voir la Visma Lease the Bike aller au bout et remporter des courses. Après, quand t'es Visma Lease the Bike, alors oui, c'est triste pour le Van Aert, mais si Van Aert remporte pas les Flandriennes, mais que tu gagnes avec Laporte, Van Barle, Jorgensen ou Benoît, je pense que quand même ta campagne est réussie, en fait. Donc c'est ça aussi ce qu'il faut se dire. Van Aert, on l'aime tous beaucoup, on espère que ce sera lui pour ce qu'il a fait et parce qu'il le mérite aussi. Mais si c'est un autre coureur, ça sera le plus fort du jour. Et puis voilà. Et quand on voit les favoris qu'il y a, tu prends tes 3, 2, 1 étoile. Je pense que dans les 3 et 2 étoiles, t'as au moins 5 Visma Lease the Bike en fait. Sur le Tour des Flandres, moi j'ai 5 Visma Lease the Bike. J'ai Laporte, Van Barle, Jorgensen et Benoît en 2 étoiles. Derrière Van Aert et Van Der Poel en 3 étoiles. Et les seules 2 autres étoiles que j'ai mis, c'est Mats Pedersen et Nelson Poles parce que ce coureur-là, je le surveille de près quand même sur un Tour des Flandres. Je crois qu'il avait fait 5e l'année dernière. Poles du Tour des Flandres. Oui. Et Mats Pedersen, j'attends qui passe un cap. D'ailleurs, très rapidement, avant de parler de Pedersen, il y a pas de Pogacar, c'est la voie royale pour Van Der Poel pour toi? Sur les Flandriennes? Alors, voie royale, je sais pas, peut-être exagérer quand même, mais... On rappelle quand même que Mathieu Van Der Poel fait 2e du Tour des Flandres l'année dernière à la pédale derrière Pogacar, Roubaix, et qui remporte Paris-Roubaix avec un Jasper Philipsen, son équipier, qui fait 2e aussi derrière. Bon, il faut rappeler que Van Aert aussi a crevé au carrefour de l'Arbre, enfin, il y a tout ce contexte-là également aussi, ils étaient ensemble à ce moment-là. Alors, je dis, peut-être que Van Der Poel aurait remporté le Paris-Roubaix, peut-être, mais en tout cas, voilà, la 2e place, je dis pas qu'elle compte pas, mais en tout cas, Van Aert, il a vraiment tout perdu sur cette crevaison. Mais oui, tu as raison. Alors évidemment là-dessus, Pogacar, ça ouvre le terrain à Van Der Poel, mais aussi, moi, je suis curieux de savoir comment tu prends la course avec l'Alpecin quand t'es ultra favori comme là, parce qu'évidemment l'an passé au Tour des Flandres, tous les regards étaient sur Pogacar, je m'en rappelle. Pogacar était surveillé, scruté, et on avait presque un peu oublié Van Der Poel. Enfin, oublié. Tu vois ce que je veux dire? Il était un peu dans un second temps. On se disait quand va attaquer Pogacar, est-ce que Van Der Poel va pouvoir répondre? Tu vois, c'était un peu plus tout tourné autour de Pogacar. Ouais. Et là, c'est l'inverse. C'est Van Der Poel, on va un peu scruter. Ok, quand est-ce qu'il part Van Der Poel? Où est-ce qu'il se place? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Et est-ce que ça va être différent à gérer? Moi, je crois pas, parce que Van Der Poel, chaque course, il est scruté de près. Mais voilà, ça va être intéressant. Déjà, on aura la réponse ce week-end avec Milan-San Remo. Comment se comporte Van Der Poel et donc dans quelle forme il est. Après les pavés, ça te remet sur terre quand même, parce que tu peux mettre tous les plans possibles. Si tu peux demander si Van Der Poel attaque et colle 30 secondes à tout le monde derrière, bon, t'as beau t'organiser, si sur chaque secteur pavé Van Der Poel te colle 20 secondes, enfin 10-20 secondes, tu vas pas le revoir. Ah oui, non, bien sûr. Ah bah ça, évidemment, mais encore une fois, l'avantage, alors Tour des Flandres, c'est vrai que c'est toujours plus difficile parce que cet enchaînement de monts pavés est toujours délicat, mais t'es pas à l'abri d'avoir une petite surprise. Et puis encore une fois, avec l'armada de la Visma Lease the Bike, ils sont quand même, ils peuvent répondre à Van Der Poel en tant qu'équipe. Alors évidemment, s'ils sont moins forts, ils sont moins forts, mais t'as quand même des passages où tu peux récupérer un peu de temps sur du plat, ou en tout cas sur des transitions, et tout dépend du temps également. C'est l'avantage des Flandriens, c'est que t'as tellement de contexte autour. Il suffit que tu vois, avec beaucoup de vent de face, il pleut pas, enfin, c'est toujours délicat. Donc oui, là comme ça, de brut en blanc, évidemment, tu me dis Van Der Poel ultra favori, évidemment. Après, on verra par rapport au contingent Visma Lease the Bike. Le reste, ça va être des outsiders, un peu comme Milan-San Remo. On va voir ce qu'ils peuvent faire. L'avantage, c'est que sur un Roubaix notamment, ce qui est très cool, c'est que tu peux toujours avoir une belle surprise dans le top 10, en tout cas, de l'échappée. Exactement. Je rappelle quand même que l'année dernière, sur le Tour des Flandres, il y a eu une anticipation à plus de 80 km de l'arrivée, avec notamment Mats Pedersen qui avait tenté de mettre en route ce coup d'anticipation. Ça avait quand même, pas empêché le trio Pogacar, Van Der Poel, Van Aert de revenir de l'arrière. Et sur Paris-Roubaix, t'as quand même Philipsen qui va faire 2e. Juste, Jasper Philipsen, qui était l'équipier de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que c'est l'année pour toi, pour Mats Pedersen, de rentrer dans la cour des grands? Parce qu'on l'attend quand même, il frappe à la porte de ces catégories 3 étoiles. On sait, il a été champion du monde en 2019 à la surprise générale. D'ailleurs, il y a un très bon papier de vélo futé sur Mats Pedersen. Est-ce que le temps de devenir monumental, je crois, c'est ça pour Mats Pedersen. Est-ce que c'est là aussi pour lui l'année
pour aller toquer à la porte des plus grands. Bah oui, totalement. C'est vrai que c'est là, il tourne autour. Tu as raison. Je regarde la saison passée ce qu'il fait, 4e de Roubaix, 3e il arrive une certaine maturité quand même. Fait, oui. Voilà, on sent que il commence à prendre la mesure de ses moyens et puis il se fait confiance, ses forces, ses faiblesses. Enfin, je pense qu'il se connaît mieux aussi. Tu le sens dans ses courses, dans comment il court aussi, comment il est emmené. Je pense qu'il apporte une sérénité. Ouais. Et puis tu le vois, je crois que j'entendais. Alors c'était sur France Télévisions pour pas les nommer, quand il a remporté ses courses, je crois que c'était à Bessèges c'était Bessèges, je crois, il remporte plusieurs Bessèges et le Tour de la Provence. Ouais. Voilà, c'est ça, le Tour de la Provence aussi, où il expliquait qu'il roulait en France parce que celui c'était son mécanisme à lui. Il voulait pas aller faire de la montagne pour faire de la préparation. Lui, il voulait courir. Voilà, il se connaît mieux, je pense. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un coureur un peu à l'ancienne, qui est toujours intéressant à voir, qui compte pas ses coups de pédale. Donc 28 ans, c'est le moment. S'il veut gagner une belle après son championnat du monde, c'est le moment, effectivement. Ouais, ce serait peut-être pour lui l'année ou jamais. Il va faire Milan-San Remo, la campagne des classiques jusqu'au Flandre à Roubaix. Ensuite, petite pause. Il va nous faire l'enchaînement habituel avec le Dauphiné, le Tour de France, le Tour d'Espagne et Paris Tour où il est annoncé. C'est un peu le programme à la Pedersen, j'ai envie de te dire. Il fait toujours un peu pareil chaque année et voilà, on va l'avoir dans cet enchaînement-là. Mais c'est vrai que l'année dernière, quand tu regardes son bilan quand même, il vient faire 4e de Roubaix, 3e du Tour des Flandres, 5e d'à travers la Flandre, 5e de Gand-Wevelgem, 6e de San Remo, 14e de l'E3 classique. Bon, c'est de l'ultra régulier, quoi. C'est quand même de l'ultra régulier. Il va faire 2e du classement par points du Tour de France aussi. C'est le moment ou jamais. Moment ou jamais pour Mats Pedersen. Qui pour créer la surprise, FP, pour toi, sur ces Flandriennes? Qui peut créer la surprise? Qui peut annihiler les plans de Van Aert, de Van Der Poel? C'est une surprise pour toi. Si je te cite Christophe Laporte, tu me dis que c'est bon ou une surprise ou pas? Ou tu veux un coureur un peu moins connu encore c'est ça aussi la question. Parce que si je te dis Christophe Laporte, moi, c'est typiquement le gars qui peut créer la surprise à remporter la course, par contre. Ça, tu vois, c'est ça, c'est possible. Alors, mais après, on mixe les Français, on mixe le thème surprise des Français parce que c'est un peu ça aussi. Je pense, oui, parce que moi, je pense que c'est un Christophe Laporte. Van Baarle a déjà remporté une grande classique, donc ce serait plus une surprise. Ce serait peut-être un Stéphane Kung aussi, évidemment, s'il remportait Roubaix. Pedersen, ce serait une surprise pour toi? Oui, ouais, c'est délicat. Ouais, si Laporte est une surprise, ça serait une confirmation plus qu'une surprise. Ouais, alors peut-être dans ce cas-là, parce que Laporte aussi, on pourrait dire dans ce cas-là, Laporte serait une confirmation. Si tu me dis les coureurs un peu moins forts que ces coureurs-là, oui, peut-être un top 3 de Lascano, tu vois, quelque chose comme ça, ou tu vois, ou par exemple, au Flandre, je pensais par exemple, une belle place de Arnaud Delis sur Roubaix, je sais pas, tu vois, ou par exemple, ou Anthony Turgis sur Roubaix, par exemple aussi. Jonathan Milan, on peut le citer. Là, je dis un peu de tête comme ça. Alberto Bettiol, que j'ai trouvé très intéressant à Milan-Turin, s'il retrouve ce coup de pédale là sur Tour des Flandres, pourquoi pas? Ça serait une des surprises. Avec son casque de contre-la-montre. Ouais, c'est ça. C'était une belle tactique. Par rapport à ça, pas par rapport au casque, mais je veux dire par rapport à Alberto Bettiol. Quand même, il faut se dire que c'est des coureurs, tu te dis que si ça va se bagarrer devant, jamais ils gagneront le Tour des Flandres ou Roubaix. En revanche, c'est peut-être possible d'anticiper, et là, c'est des coureurs vraiment sur lesquels il faut compter, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Madouas, par exemple, on peut le citer également sur le Tour des Flandres. Donc, moi, qui gagne, je sais pas. En tout cas, qu'il fasse top 5 ou une très belle place, oui, ce serait mes surprises, en tout cas, à ce niveau. Voilà, pour ces coureurs. Moi, je citerai quand même les Uno X à Paris-Roubaix. Parce que ils ont quand même le profil de coureur capable, de nous faire un peu une victoire à la Van Summeren, une victoire à la Matthew Hayman, une victoire un peu où suivant les scénarios de course, tu peux quand même créer la grosse surprise. Ils ont sur Paris-Roubaix Alexander Christophe et Søren Warrenskjold, et Warrenskjold, pour moi, il a clairement le profil pour écraser les pédales sur les pavés de Roubaix, et j'attends de voir un peu ce qu'il peut donner. Je vois qu'il y a un Jonathan Milan aussi qui est au départ de Paris-Roubaix, et je suis curieux de voir ce que peut donner Jonathan Milan. C'est un peu comme Pipo Ganna sur les pavés de Roubaix quand même. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, on va voir. Pipo Ganna, évidemment, quand tu fais 6e à Roubaix, tu sais que l'année d'après tu vas être attendu. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ça va être intéressant et les Flandriennes vont être très ouvertes cette année, je pense. Exactement. Pipo Ganna qui ne sera pas sur les Flandriennes puisqu'après Milan-San Remo, il va faire. Mais il va faire on a l'habitude de le voir sur les Flandriennes. Bah oui, il va faire un mois de pause jusqu'au Tour des Alpes, l'ancien Tour du Trentin, pour ensuite aller sur le Tour d'Italie et après coupure
direction la piste avec l'objectif Jeux Olympiques, évidemment, ouais, on l'a pas pensé pour ça. Pipo Ghana qui on devrait le voir en or peut-être sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Pour les Jeux Olympiques, exactement. Très rapidement sur les Flandriennes, la thématique femme, parce qu'il y a quand même, pour moi, de vrais enjeux cette année chez les femmes, avec Lotto Kopecky qui a remporté la championne du monde, l'Estrade Bianche, et qui semble quand même l'hyper favorite sur cette campagne de Flandrienne, qui, j'ai l'impression, est quand même une pédale au-dessus de tout le monde. Et tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai l'impression que chez SD Works, on a un peu Lotto Kopecky dans la position d'un Van Der Poel chez Alpecin et Lorena Wiebes qui va un peu sur le terrain de Kopecky qui devient de plus en plus qui devient meilleur de course en course sur les pavés, qui a un énorme moteur, Lorena Wiebes, qui a remporté le Ronde van Drenthe, le Tour de Drenthe au sprint il y a quelques jours si je me trompe pas. Voilà, Lorena Wiebes qui avait remporté le Tour de Drenthe sur le parcours du championnat d'Europe remporté par Christophe Laporte, qui a collé une danse dans ce sprint en côte sur pavé au final, notamment une Elisa Balsamo qui termine deuxième, Victoire Berthaud qui avait fait cinquième pour la Cofidis, Victoire Berthaud notre championne de France. Donc j'ai l'impression que pour moi l'ennemi numéro 1 de Kopecky cette année chez les femmes, c'est Lorena Wiebes, c'est sa coéquipière. Oui, c'est vrai, oui. Après ça nous fait penser un peu à la Visma Lease Bike aussi en quelque sorte, avec plusieurs cartes à jouer. C'est ça aussi qui va être intéressant chez les filles. Moi, là où je suis curieux de voir chez les filles aussi, c'est que j'avais beaucoup aimé le Paris-Roubaix de l'an passé. Oui. Par rapport à comment ça s'était passé, l'arrivée avec ce gros peloton, enfin ce gros peloton, j'exagère un peu, c'est le gros échappé. Groupe de 7, ouais, il y avait un groupe de 6-7 quand même, mais c'est vrai qu'il y a eu cette chute qui avait complètement désorganisé la course. Exactement, et c'était intéressant, c'est toujours intéressant avec ça a rebattu les cartes, mais je suis curieux de voir une Victoire Berthaud, effectivement. Moi c'est ça que j'attends beaucoup côté française, c'est Victoire Berthaud, parce que je pense qu'elle a le coffre pour faire une grosse performance. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, pour Lorena Wiebes, c'est un peu la position d'un Christophe Laporte chez Visma Lease Bike en quelque sorte, donc c'est être dans l'ombre de la peut-être la meilleure cycliste du monde, et puis attendre son heure. Après voilà, c'est toujours délicat parce que chez les filles c'est ouais, on va dire que je pense qu'elle va peut-être soit arriver à deux, soit dans un groupe. C'est vrai que Lorena Wiebes qui va rouler, donc elle perdra de l'énergie. Mais on sait jamais. Un fait de course, tu vois, une chaîne cassée, une crevaison. Ouais. Et Lorena Wiebes passerait numéro 1. Donc c'est un peu le même problème que Visma Lease Bike, mais c'est un avantage aussi parce que si ton leader t'as quand même chez SD Works au départ du Tour des Flandres, Demi Vollering, Lotto Kopecky, Marlene Reusser, Lorena Wiebes. T'as derrière, enfin s'accrocher, les Nievadoma, Persico, Van Androoy, Consoni, Longo Borghini, Balsamo pour aller chercher une place. T'as Marine Vos quand même sur le Tour des Flandres, va falloir y aller quand même. Et sur Paris-Roubaix, sur Paris-Roubaix, Lorena Wiebes, pour moi, elle a le profil type pour gagner un Paris-Roubaix. Et il faudra citer Alison Jackson qui avait remporté le Paris-Roubaix l'année dernière au sprint sur le vélodrome de Roubaix, la Canadienne, qui nous avait fait une danse à l'arrivée d'ailleurs sur le vélodrome de Roubaix. Mais c'est vrai que ces Flandriennes vont être encore une fois très intéressants à suivre pour le plateau féminin. On passe aux Ardennaises, François-Pierre. Bon, les Ardennaises, avec en point d'orgue Liège quand même, juste à Liège en 3 étoiles, je vous cite seulement les 3 étoiles: Pogačar, Evenepoel, Van Der Poel, Roglic. J'ai mis Roglic en 3 étoiles. Tu me diras si t'es d'accord. Il y a quand même l'impression que les Avengers sont arrivés à Liège-Bastogne-Liège. Oui, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. Je suis impatient. Ouais, c'est vrai que les Ardennaises, le problème c'est qu'il te manquait toujours quelqu'un. Il te manquait Van Der Poel, il te manquait Roglic, il te manquait Pogačar. Et là, ouais, je pense qu'on a vraiment. Alors l'an passé, on a failli avoir ça l'an passé avec Pogačar qui est tombé malheureusement au début de la course de Liège face à Evenepoel. Mais là, tu rajoutes Van Der Poel dans le lot, tu rajoutes un Roglic évidemment. T'auras d'autres outsiders parce que les Ardennaises aussi c'est pareil. T'as beaucoup d'outsiders qui peuvent accrocher et pas rouler et dire écoutez, moi les gars, je suis déjà content d'être là, c'est à vous de rouler, tu vois. Donc c'est possible. Je me souviens de l'année où je crois que c'est Pogačar qui remporte Liège et c'est Gaudu qui fait 3 ou 4. Enfin voilà. Oui, c'est typiquement ce genre de course qui peut être intéressante même pour les coureurs français. Donc ouais, je suis vraiment impatient et je pense qu'on aura de très belles Ardennaises à voir d'ici là. On espère pas de chute et pas de problème pour l'un d'entre eux, mais si t'as sur la start list de départ Van Der Poel, Pogačar, ensuite Roglic et Evenepoel, ouais, franchement, c'est hyper alléchant et je pense que on aura rarement attendu une course que ça quand même, parce que avoir 3-4 coureurs qui peuvent gagner des monstres,
ça peut être assez sympa. Et d'ailleurs, c'est le premier Liège-Bastogne-Liège de la carrière de Mathieu Van Der Poel cette année. Si je me trompe pas, c'est quand même assez inédit. Je regarde quand même parce que c'est vrai que quand je te dis ça, ça me surprend en fait de dire que c'est le premier Liège-Bastogne-Liège de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Mais c'est bien possible. Je me rappelle pas non plus, donc c'est bien possible. Hein. J'ai pas de souvenir. Après Van Der Poel, c'est le deuxième. Voilà. 2020, il fait 6e. 2020, c'était l'année Covid. Il va faire 6e. C'est pas l'année où il rattrape Julien. C'est où Alaphilippe est déclassé au sprint après le. C'est ça. Je me demande sprint. Si c'est Roglic qui gagne après le déclassement d'Alaphilippe. Ah oui, ah bah voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est bien cette année-là. Ouais, je crois que c'est l'année-là. Voilà. Ok. Et en fait, il règle le sprint des poursuivants derrière à 14 secondes pour la 6e place Van Der Poel. Tu vois, j'étais surpris. Mais c'est quand même que le deuxième Liège-Bastogne-Liège de Mathieu Van Der Poel qui a en point d'orgue les Jeux Olympiques. Il veut pas gagner 5 monuments, ce monsieur? Bah après, pour moi, le Tour de Lombardie est un poil plus dur pour Mathieu Van Der Poel. Mais bon, on peut. Un Van Der Poel qui se dit dans sa carrière, je pense que c'est pas commun. Donc il se dit. Une année, les gars, le Tour de Lombardie, je veux cette course. Je pense que c'est un des rares coureurs qui serait capable. Donc tu vois ce que je veux dire. Il serait capable de remporter cette course. Ça serait dingue. Ou alors Pogacar qui se dit je veux gagner Paris-Roubaix et là je peux gagner les 5 monuments. Aussi. Donc oui, la course, ça peut être intéressant aussi ça, cette course aux 5 monuments, tu vois, entre Van Der Poel et Pogacar, Evenepoel aussi. Evenepoel, faudrait qu'il se bouge un peu pour les Flandriettes, mais sinon, oui, c'est très possible. Ouais. Pour moi, c'est les 3 qui peuvent potentiellement le faire quand même. Bon, Evenepoel, dans son style, c'est possible. Hein. Enfin, c'est un autre débat. Je crois pas sur les pavés. Voilà. Il a quand même un énorme potentiel de rouleur, mais sur les pavés, je sais pas. J'ai un doute tant qu'il y sera pas allé. Bon voilà. C'est enfin l'affrontement entre Evenepoel et Pogacar parce qu'on a eu une frustration l'année dernière. Ah oui. Bon là, enfin. Ah mais je suis d'accord. Enfin. Ouais, c'est enfin. Et puis comme je te disais, c'est vraiment. Mais tu vois, alors là tu dis Evenepoel et Pogacar, mais quand même rajoute Van Der Poel. En fait, je trouve de dire un duel serait triste pour Van Der Poel. Tu vois, je pense que c'est quand même un trio pour moi qui va être assez bluffant à voir. Roglic, je mets un peu derrière, même si par rapport à son palmarès et à ses capacités sur ce type de course, ouais, voilà, 3/4. Ouais, pour les gens 3/4. Mais voilà. Surtout avec ce qu'il nous a montré à Paris-Nice. Non, c'est plus pour moi un trio, quoi. C'est vraiment le trio qu'il faudra voir, quoi. C'est l'hymne de nos campagnes, c'est ce que tu es en train de nous dire? Exactement. Le trio, voilà. Vous aurez la référence. Je cite quand même le plateau de Liège-Bastogne-Liège annoncé cette année. Donc on a cité 3 étoiles. Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel, Roglic. Bam. On passe à 2 étoiles François Pierre. J'ai quand même mis Marc Hirschi et Juan Ayuso pour soutenir Pogacar. Les yeux, c'est n'importe quoi. Avec Tom Pidcock. J'ai quand même mis la paire Skelmose-Badjoli et la paire aussi, je voudrais qu'on en parle juste après, Ben Illy avec Nelson Poles pour les IF en 2 étoiles. Et en 1 étoile, bon allez, encore des yeux, Almeida et Ulissi. On aura aussi Benoît, Mohoric, la paire Gaudu-Grégoire. On en parlé côté français. Simon Yates, Cosnefroy, Van Gils, Tuns, Woods pour l'Israël, Leknosun, Johannessen pour les Uno-X et aussi Richard Carapaz qui sera avec Illy et Paules pour la IF sur Liège-Bastogne-Liège. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu derrière pour les autres, c'est un peu les miettes qui vont se ramasser. Ça va être bon courage pour suivre. Parmi les surprises, parmi les potentielles surprises, ben moi je cite quand même un Ben Illy parce que Ben Illy, il doit confirmer ce qu'il a montré l'année dernière quand même. Oui, et puis Ben Illy, il a un peu confirmé quand même. Il a pas eu des gros résultats forcément, mais il a quand même fait bouger certaines courses. Oui, Ben Illy, faut vraiment le mettre dedans. Il avait fait une course exceptionnelle, c'était sur l'Amstel l'an passé. L'Amstel, ouais. Voilà, donc non, bien sûr, Ben Illy, tout à fait en 1 étoile. Nelson Poles également. Ouais, c'est fait partie des outsiders. Tu l'as mis Romain Grégoire par rapport à son début de saison aussi côté FDJ. Je suis impatient de voir ça. Oui. David Gaudu, ouais. Mais David Gaudu, en fait, c'est un peu l'interrogation après sa chute sur Paris-Nice. Est-ce qu'il sera au départ de Liège-Bastogne-Liège? Je sais que, en tout cas, il a un repos un peu forcé, mais il pourrait être de retour pour Liège-Bastogne-Liège. Donc, bon, ça va être l'interrogation. En tout cas, il sera, a priori, je crois, l'objectif pour lui, c'est le Tour du Pays Basque, où il va revenir. Il faudra avoir ses sensations, mais moi, je crois pas à un résultat par rapport à sa préparation tronquée et avec cette chute aussi à Paris-Nice. Non, mais Romain Grégoire, dernière, il y a eu
des allergies au moment de la campagne des classiques, ça avait joué contre lui. Bon, David Gaudu. Voilà, là, il est sur des sales années. Oui, ça arrive. Parfois, il faut manger son pain noir et puis on sait que ça réévoluera après. Mais en tout cas, voilà, pour Romain Grégoire, oui, tu as tout à fait raison. Fait partie des coureurs qui, côté français, peut-être notre meilleure chance avec Benoît Cosnefroy, toujours, hein. Benoît Cosnefroy, qui nous fait un très très joli début de saison, côté français. Non, après, moi, je pense qu'on a oublié peu de gens. Après les Flandriennes, tu vois, lapsus, les Ardennaises arrivent après les Flandriennes, et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu loin ici. Ça donne un beau point de vue, mais moi, je trouve qu'il faudra quand même faire un point aussi, mais on en reparlera évidemment, après les Flandriennes, par rapport aux chutes, à ce qui s'est passé, aux performances qu'on aura pu voir, et évidemment à la semaine du Pays Basque, qui est toujours un peu une semaine test également, où on peut voir un peu les coureurs en forme ou pas. Voilà. Ben Illy qui avait fait 4e de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Il y a Buitrago qui avait fait 3e, Santiago Buitrago. Buitrago, qui a remporté l'étape du forme, et quand on voit la forme qu'il avait sur Paris-Nice, alors oui, il a pas eu de bol, chute, etc. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner aussi, lui. Bah, écoute, pour tout te dire, j'ai un peu fait le tour pour l'instant, des noms annoncés par les équipes. Et chez Bahreïn, pour l'instant, il n'y a que Matej Moric qui est annoncé pour Liège-Bastogne-Liège. Donc peut-être qu'un Buitrago va être aussi sur Liège-Bastogne-Liège, à voir comment ça va se passer dans son programme cette saison. En tout cas, pour l'instant, il n'y est pas annoncé. Donc voilà. Affaire à suivre, j'ai envie de te dire, bien évidemment. Ce qui me donne l'occasion aussi, de faire très rapidement la liste des coureurs au départ de l'Amstel et de la Flèche pour l'instant. Evenepoel est annoncé sur la Flèche et sur l'Amstel, tout comme Primoz Roglic sur la Flèche wallonne. On aura sur la Flèche wallonne du Marc Hirschi, l'ancien vainqueur aussi, Skelmosea, Ayuso, Mohoric, Almeida, Vlasov, Simon Yates, Ben Illy. On aura notamment Guillaume Martin avec Romain Grégoire. Et sur l'Amstel, Evenepoel, Philipsen, Hirschi, Van Der Poel, annoncé sur l'Amstel avec Skelmosea, Ayuso, Deli, Mohoric, Almeida, Yates, Simon, Ben Illy, Jane Lee, Pidcock, Jorgensen, Woods, Romain Grégoire, Valentin Madoise. Voilà, bon, je fais un inventaire rapide quand même des forces en présence. Pêle-mêle de tout ça, de tout ce qui est de tout ce que tous les noms. Comme dirait Julien Cazard, exactement. Un peu sur ces Ardennaises, je voulais te demander un peu le pronostic, mais c'est un peu lointain quand même pour donner les pronostics, non? Bon, un petit peu loin. Après, moi, je pense vraiment qu'il y a un coureur qui pourrait marquer, l'histoire ou pas, mais c'est Evenepoel. Je pense que Evenepoel, il a la capacité de gagner les 3. En fait, c'est surtout ça qui peut être intéressant à voir. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui va être cool, parce que Evenepoel, à voir comment il a subi ce Paris-Nice. On a vu qu'il a pas remporté le Paris-Nice. Il a été beaucoup de fois suivi. On l'a pas laissé trop partir. On l'a un peu cadenassé. Et je pense qu'il y a une frustration qui s'est créée, et c'est à voir comment, en tant que champion, il va réagir. Donc voilà, je pense que remporter les 3 Ardennaises, ça serait un message lancé avant le Tour de France en disant, les gars, je suis là, quoi. Tu l'as, le dernier qui a fait le triplé? Je me demande si Philippe Gilbert l'avait pas fait. Je suis en train de me demander s'il l'a fait. Je suis en train de me demander. Je crois que Philippe Gilbert l'a fait. Ouais, je crois que Philippe Gilbert l'a fait, ouais. Allez, on y va. Vous allez entendre les claviers taper dans Vélo Podcast, triplé Ardennais. Philippe Gilbert réussit le triplé Ardennais. Voilà, tu vois, quelle culture. Voilà. Et Demi Vollering. Et oui, effectivement. Demi Vollering. Tout à fait. Quand même, qui a réussi. C'était l'an dernier, non? Demi Vollering. Donc voilà, donc oui. Philippe Gilbert qui pourrait être Philippe Gilbert, pardon. Remco Evenepoel qui pourrait justement remplacer Philippe Gilbert. Ce serait quand même beau aussi, parce que voilà, c'est quand on voit le style de coureur qu'était Philippe Gilbert, pour ceux qui étaient les plus jeunes qui nous écoutent, je pense que Philippe Gilbert, on avait dans le profil, peut-être un Mathieu Van Der Poel, peut-être. Dans le profil, peut-être. Plus qu'un Remco Evenepoel. Il est devenu flandrien après avoir été un Ardennais énorme, quand même. Exactement. C'est pour ça que je te dis que Evenepoel, pourquoi pas être un flandrien un jour. Aussi. Et d'ailleurs, respect à Demi Vollering qui avait fait, elle, le triplé l'année dernière, Amstel, Flèche, Liège, et qui sera forcément candidate à sa succession sur les trois courses, tellement elle est quand même au-dessus du lot, la vainqueur du Tour de France 2023, candidate à sa succession malgré sa coéquipière, Lotte Kopecky. Bon, FP, je termine quand même ce podcast rapidement avec le programme de la semaine. On va avoir le Tour de Catalogne qui va commencer mardi avec Pogačar au départ. J'ai mis, là aussi pêle-mêle en 3-2 une étoile un peu les coureurs au départ. Derrière Pogačar, tu auras du Vlasov, Mas et Quintana. Pour Movistar, tu auras Joao Almeida, Egan Bernal, Sepkus, Lenny Martinez, Hugh Carty, Mikel Landa, Ilan Van Wilder pour la Soudal Quickstep, Simon Yates, le petit duo Van Gils
Nils Van Edvelt pour les lotos, t'auras aussi là j'ai mis plus en une étoile, t'auras du Guillaume Martin, Leknesund, Garin Thomas, Luis de Broc, Christian Rodriguez de l'Arkea, Fortunato, Pouls, le petit Darren Rafferty, j'ai envie de voir ce que ça donne, l'ancien vainqueur du Baby Giro l'année dernière avec Esteban Chavez, Juan P. Lopez, Dylan Tuns, t'auras aussi du Axel Laurence, Brian Cocard un peu pour les sprints, ça va être intéressant, un Tour de Catalogne toujours intéressant à suivre, François Pierre. Oui, puis en plus nous on est que de voir Lenny Martinez à l'œuvre, comment ça va se passer, et puis Pogacar qui risque d'être l'ultra favori de la course, à voir comment ça se passe, mais voir un peu derrière commencer, ça va être intéressant. En fait, le vainqueur on sait presque, et on est intéressant de voir ce qui se passe derrière. Et c'est là l'année dernière que Lenny Martinez s'était révélé sur ce Tour de Catalogne. On l'avait juste après, d'ailleurs, après je crois. Un mois il avait fait 6e à Alloporte, il avait fait 12e au général final. Un Tour de Catalogne qui s'était joué à la seconde entre Roglic et Evenepoel lors de l'arrivée à Barcelone. Il y aura aussi, et là, un triptyque flandrien, imagine François Pierre. Il y aura en une semaine 3 classiques flandriennes, ce qui est exceptionnel, avec Bruges-La Panne, avec le Grand Prix E3, et puis avec Gand-Wevelgem dimanche prochain. Alors il me semble que c'est mercredi, vendredi, dimanche, la semaine prochaine, avec quand même quelques bons coureurs au départ. Si on suit l'ordre chronologique, mercredi à Bruges-La Panne, t'auras les Philipsen, les Merlier, les Groenewegen, Thyssen, Demar, Aviat de Klein et compagnie, notamment Laurens Pitty aussi, ça sera plutôt pour les sprinters, ce Bruges-La Panne, le Grand Prix E3 où là ce sera un petit peu plus pour les Flandriens, vendredi avec Van Aert, avec Pedersen, Hirschi, Van Der Poel, De Ligt, Laporte, Mohoric, Jorgensen, Zinglekung et compagnie, et puis dimanche le Gand-Wevelgem qui est un peu un mix avec un passage de Flandriens en milieu de course, mais c'est une course quand même qui est marquée, je vais pas dire que c'est pas l'autre monument, mais on va dire que pour moi, Gand-Wevelgem est au Strade Bianche Gand-Wevelgem est au Flandrien, ce que les Strade Bianche sont un peu ce qu'on demande à être un peu le 6e monument, ce qu'ils n'ont pas été cette année. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, oui, mais je suis pas du tout d'accord. Mais oui. T'es pas du tout d'accord? Pour moi, on est dans une course où t'as 250 bornes. Oui, d'accord, mais ça, oui, d'accord. C'est 250 bornes avec un enchaînement de monts dans le dernier tiers de course, dans la dernière moitié de course, et il y a quand même une grosse sélection sur Gand-Wevelgem. Bon, mis à part ça, je te donne, il y a Van Aert, Pedersen, Philipsen, Van Der Poel, Koy, De Ligt, Laporte, Mohoric, Merlier, Groenewegen, Kung, Demar, Milan et compagnie. Il y aura une belle start list sur Gand-Wevelgem dimanche prochain. Voilà, on a été complet. C'est un gros podcast, François Pierre. Un gros podcast, évidemment. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ou à commenter si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, dans le respect évidemment, j'espère. On compte sur vous en tout cas, sur les commentaires YouTube ou sur Apple Podcast Addict, Spotify, Deezer évidemment. Et merci à toutes et à tous de nous suivre. Vous êtes vraiment très nombreux pour notre tour au mois de mars, Guillaume. Alors, je n'ai pas les chiffres dans le détail, mais on est déjà pratiquement 10 000 cool. En un mois. Donc, voilà. On est déjà pratiquement 10 000 en un mois. Donc, non, franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi sur les plateformes où vous nous écoutez, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et autres, à mettre 5 étoiles pour nous aider au référencement du podcast. Et puis aussi sur YouTube, à vous abonner sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast si vous nous écoutez, parce que cette année, on pourrait pourquoi pas passer les 1000 abonnés, et puis bon, on s'y attendait pas vraiment en lançant la chaîne YouTube Vélo Podcast, et au final voilà, vous êtes nombreux à nous écouter, donc merci beaucoup François Pierre, merci à toi. Merci à toi Guillaume, allez ciao à tous. Ciao.